Vous écoutez On lit pour vous. L'ère post-analphabet. Un texte de Marie-Hélène Poitras, qui est écrivaine, éditrice et chroniqueuse. Texte publié dans Le Devoir du 14 juillet 2026. Comme une maladie sournoise qui s'installe à petits pas, on ne l'a pas vu œuvrer, ou peut-être avons-nous mal évalué l'ampleur du danger qu'il représentait, mais qu'aurions-nous pu faire pour freiner son ascension? Le mal est invisible, insidieux et très nuisible. Il a des racines, des crocs et des tentacules. Il est agile, rapide et affaiblit tous les acteurs de la chaîne du livre. Auteurs, illustrateurs, éditeurs, distributeurs, libraires. La question ici de la baisse de la littératie, cette aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne. C'est une menace qui nous dépasse et dont les symptômes se multiplient. On a appris au printemps dernier, en parcourant le bilan Gaspard préparé par la Société de gestion BTLF, qu'après plusieurs années de progression, les ventes de livres au Québec ont connu un recul en 2025, un revirement dont la cause n'est pas si simple à expliquer. En parallèle à ça, on sait aussi, grâce aux informations transmises par la Fondation pour l'alphabétisation, qu'au Québec, 52% des adultes de 16 à 65 ans n'atteignent pas le niveau de littératie leur permettant de comprendre un texte long, comme un article de journal ou un contrat. Inutile d'ajouter, dans ce contexte, le fait que la ministre de l'Éducation fasse la sourde oreille devant les multiples cris d'alarme lancés par le milieu du livre, les enseignants et les 17 000 signataires d'une pétition lui demandant de protéger l'enveloppe consacrée à l'achat de livres dans les écoles, n'a rien de rassurant. L'argent, autrefois réservé à cet effet, pourra être utilisé à d'autres fins. C'est un souligné. Dernièrement, j'ai observé que, même pour moi, qui suis autrice, éditrice et titulaire d'une maîtrise en études littéraires, lire est plus ardu qu'avant. En 2026, j'ai entrepris de lire Moby Dick, roman costaud, un classique volumineux, en y allant une bouchée à la fois. J'essaie de lire l'équivalent de chapitres par jour. Je suis rendu au milieu de l'histoire et je constate que j'ai plus de difficultés qu'avant à lire longtemps et à m'abandonner au texte. Même plongé dans une œuvre aussi passionnante et riche, je sens le besoin de consulter mon téléphone chaque 5-6 pages pour recevoir ma petite dose de dopamine. Misère! Comment se fait-il qu'un voyage sur les océans du monde pour aller à la rencontre des créatures marines les plus monstrueuses, accompagné des pires canailles et sous la gouverne du ténébreux capitaine Achab, n'arrive pas à l'emporter sur la vacuité molle, ennuyante et souvent narcissique des propos qui fourmillent sur les réseaux sociaux? Une partie de la réponse se trouve dans un article aussi passionnant qu'épeurant, paru le 8 juillet dernier à la une du magazine The Atlantic. Dans ce texte d'une vingtaine de feuillets, intitulé « The Age of Reading is Over », traduction du lecteur, l'âge de la lecture est obsolète ou terminé, la journaliste Rose Horowitz présente les points de vue de différents chercheurs sur ce qui advient en ce moment même de notre rapport à la lecture. Nous lisons encore plus qu'avant, des textes de moins en moins longs et denses, des fragments, tandis qu'en parallèle et simultanément défilent sur nos écrans de courtes vidéos éternellement renouvelées qui accaparent notre attention et nous gavent. On ressort de là usé, étourdi. Et cela ne vaut pas que pour les jeunes générations. Les plus grands lecteurs, traditionnellement les femmes, les personnes éduquées, les retraités, sont atteints du même mal, constate la journaliste, éclairée par les plus grands spécialistes en la matière. Mais là où le bas blesse le plus, c'est sur le plan de la littératie qui va en diminuant. Plus on avance, moins les lecteurs parviennent à comprendre les textes longs.
leur attention est attirée ailleurs, aspirée par autre chose. Cette compétence et la concentration requise pour lire des textes denses diminuent et, avec elle, le développement d'une pensée capable d'analyse, de déduction et d'imagination. Conséquemment, nous devenons plus facilement manipulables, plus enclins à écouter les messages simples, émotifs, martelés. Cela, Donald Trump l'a compris il y a longtemps. À une époque lointaine, tout le savoir contenu à la bibliothèque d'Alexandrie, censé contenir la totalité des connaissances de l'humanité, fut menacé par les guerres, les incendies, la vermine et la détérioration des rouleaux de parchemin. De nos jours, on arrive à faire tenir tout le savoir humain dans un petit espace à l'abri des dommages, mais voilà que l'humain s'en détourne comme occupé ailleurs et par autre chose. Bien sûr, l'arrivée de l'intelligence artificielle aggrave la crise, et cela n'aurait pas qu'une incidence sur la lecture, qui muscle l'esprit critique, stimule l'empathie et donne accès à une compréhension plus vaste et fine du monde. L'écriture aussi en subirait des conséquences. Écrire est demandant et ardu. C'est en le faisant, malgré tout, qu'on précise sa pensée, qu'on écarte les idées qui ne tiennent pas la route, que l'on structure son raisonnement. Or, si on laisse l'intelligence artificielle écrire à notre place, et c'est bel et bien en marche à l'heure qu'il est, le cerveau humain risque de s'atrophier et de perdre sa souplesse comme un muscle sous-utilisé. À mesure que la capacité de penser s'érodera, excite la pensée critique et le discernement. On pourrait carrément retourner en arrière à un état moins développé d'avant l'alphabétisation. Une manière de communiquer moins complexe, accordée aux algorithmes des réseaux sociaux qui récompensent les discours polarisés et populistes, est en train de faire son nid, sapant du même coup les fondements d'une démocratie éclairée. Et dire qu'on aura allumé nous-mêmes l'autodafé et qu'on l'aura laissé flamber sans broncher, distrait par autre chose. Une éclaircie, toutefois, dans le ciel noirci de fumée. Rose Horowitz laisse entendre que même si la menace due à l'apathie généralisée demeure, la suite des choses nous appartient et repose entre nos mains. Alors, lâchons nos selles, même si c'est difficile, ouvrons les yeux et aspirons à mieux. Il y va de l'avenir de l'humanité, rien de moins. Fin de ce texte de Marie-Hélène Poitras, titré « L'ère post-analphabète », publié dans Le Devoir du 14 juillet 2026. Sauver les données en péril. Un texte de Raphaël Derome, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Depuis son arrivée au pouvoir l'an dernier, le gouvernement Trump s'en prend aux agences statistiques américaines. Personnel congédié, sites web fermés, enquêtes annulées. Face aux attaques, des bibliothécaires préservent les données vulnérables dont le monde entier a besoin. Aux États-Unis, 13 agences fédérales ont pour mission de récolter, d'analyser et de rendre disponible une foule de statistiques. Données météo, taux de chômage et d'inflation, statistiques sur la pollution, la population, la santé, l'éducation, etc. Mais dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, celles-ci ont vu leur mission attaquée. Des sites web comme climate.gov ont été fermés et des agences torpillées. C'est le cas du National Center for Education Statistics, qui a perdu 95% de son personnel. Des collectes de données
comme l'enquête nationale annuelle sur l'insécurité alimentaire, ont été annulées. Certes, ce n'est là qu'une des nombreuses mesures anti-science prises par le gouvernement américain. L'attaque contre les données est plus discrète que les congédiements massifs de scientifiques, l'ingérence politique dans le calendrier vaccinal ou les coupes d'au moins 1 milliard dans le financement de recherche, mais elle reste inquiétante. 1. Elle prive les scientifiques, y compris au Canada, d'informations cruciales à leurs travaux. 2. Sans chiffres précis, personne ne pourra évaluer l'effet des politiques gouvernementales. En réaction, des groupes de bénévoles, majoritairement des bibliothécaires travaillant dans les universités, ont entrepris de sauvegarder les données jugées les plus à risque de disparaître afin de les héberger sur des sites indépendants. Linda Kellam, directrice des données de recherche et de la recherche numérique pour les bibliothèques de l'Université de Pennsylvanie, est cofondatrice et membre du comité directeur de l'un de ces groupes, le Data Rescue Project. Québec Science. Comment est né le Data Rescue Project? Linda Kellam. La plupart d'entre nous sommes bibliothécaires dans les universités. Au quotidien, nous aidons les étudiants et les équipes de recherche à trouver les données officielles dont ils ont besoin. Lorsque des données ont été retirées des sites Web des Centers for Disease Control and Prevention, en janvier 2025, notamment celles concernant la santé des personnes LGBTQ+, nous avons commencé à recevoir des courriels paniqués de nos usagers. Peu de temps après, quand on a vu la fermeture du site Web de USAID, Agence américaine de développement international, fondée en 1961 et abolie en 2025 par Trump, nous avons décidé d'agir. QS. Comment faites-vous concrètement pour sauvegarder les données? LK. D'abord, il faut comprendre que l'Internet Archive, l'outil qui parcourt le Web et sauvegarde régulièrement le contenu des pages Web, textes et images, n'est généralement pas capable de faire une recherche dans une base de données ou de télécharger l'entièreté de son contenu. Alors, on doit utiliser d'autres moyens. Plusieurs bénévoles ont téléchargé des fichiers manuellement en cliquant sur les liens, un par un. Dans d'autres cas, même si un site Web avait été fermé, sa base de données restait ouverte. On pouvait donc toujours en extraire les données. Nous hébergeons les données sur un serveur indépendant, affilié à l'Université du Michigan, Data Lumos. Nous nous assurons que tout est complet et bien documenté, et nous privilégions les formats ouverts afin que les fichiers soient lisibles par différents logiciels dans le futur. QS. Dans plusieurs cas, ce ne sont pas les données elles-mêmes qui ont été retirées, mais des produits dérivés, si on peut dire. LK. Effectivement, les données sur le climat produites par la NASA ou la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, n'ont pas été supprimées. Mais le gouvernement a fermé le portail climate.gov qui proposait des outils de visualisation et des articles pour rendre la science accessible au grand public.
Les chercheurs pourront probablement toujours accéder aux données, mais le public a perdu un outil intéressant. Certains des employés congédiés ont relancé le site à l'adresse climate.us, mais pour le moment, il n'est pas aussi riche que l'était climate.gov. QC. Est-ce illégal de sauvegarder ainsi les données pour les rendre disponibles sur d'autres sites? LK. Il n'y a rien d'illégal. Nous nous intéressons uniquement aux données disponibles dans le domaine public. Il existe bien sûr des ensembles de données auxquels nous n'avons pas accès, car ils contiennent des informations personnelles et avec lesquelles nous ne travaillons pas. En tant que bibliothécaires, nous avons comme objectif de préserver l'accès à l'information, qu'il s'agisse de données de livres ou de toute autre nature. Surtout dans une démocratie qui repose sur un électorat informé. Ces données sont celles du public. En restreindre l'accès ou menacer leur intégrité au point où on ne peut plus s'y fier porte atteinte à la démocratie. QS. Plusieurs qualifient les agences statistiques et les données qu'elles produisent d'infrastructures essentielles. Pourquoi sont-elles si importantes? LK. Les données gouvernementales sous-tendent une grande partie de ce que nous tenons pour acquis. Nos bulletins météo, les indices de qualité des écoles, une foule de données géographiques, notamment celles qui permettent aux voitures autonomes de s'orienter, etc. De nombreuses études ont montré que les gens ignorent souvent qu'ils dépendent des données gouvernementales. Beaucoup des données fournies par le secteur privé reposent en fait sur des données gouvernementales. Les entreprises les obtiennent gratuitement et les intègrent dans leur système pour ensuite les revendre. QS. Dans quelle mesure les scientifiques ou les gouvernements d'autres pays dépendent-ils des données américaines? LK. Les données américaines sont largement respectées et leur qualité est reconnue dans le monde entier. Beaucoup de Canadiens, y compris au Québec, se sont engagés à nos côtés parce qu'ils s'inquiètent, en particulier au sujet des données environnementales. D'ailleurs, ces données ont souvent été recueillies par plusieurs pays, justement en raison de la nature transfrontalière des questions environnementales. Ensuite, les données de USAID ont toujours été utilisées par l'ONU pour suivre les objectifs de développement durable, en particulier pour l'Afrique subsaharienne. Pour le moment, la Fondation Gates a injecté des fonds pour poursuivre une partie des collectes. Mais c'est très déstabilisant pour tout le secteur humanitaire de voir la fin de ces enquêtes menées depuis plus de 40 ans, en plus de la fin du financement des programmes d'aide humanitaire, bien sûr. QS. Dans un rapport publié en décembre, Nations Data at Risk, l'Association statistique américaine a aussi dénoncé les nombreuses mises à pied et le financement insuffisant des agences statistiques. Peut-on encore se fier aux données fédérales américaines? LK. J'ai toujours confiance dans le système. Il a toujours offert une certaine protection aux employés fédéraux afin qu'ils puissent faire leur travail, malgré les pressions politiques qui ont toujours existé. Je pense que, dans l'ensemble, ces protections existent toujours. QS.
En juillet 2025, Trump a renvoyé la directrice du Bureau of Labor Statistics, l'organisme indépendant qui publie les chiffres officiels sur le chômage. Les résultats décevants sur le sujet le faisaient mal paraître. Doit-on craindre que les chiffres soient manipulés à des fins politiques? Elka. J'ai une formation en études sur l'ancienne Union soviétique, plus précisément sur l'ancienne Yougoslavie. Et j'ai donc vu la manipulation des données dans certains régimes. Est-ce que cela se produit ici? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas impossible que cela se produise un jour. Quand j'entends des gens dire qu'ils ne veulent plus que les étudiants utilisent les données gouvernementales dans leurs travaux, je pense que c'est excessif et que nous devons prendre un peu de recul. Plusieurs organismes et experts, comme dataindex.us, veillent au grain et sauront détecter d'éventuelles manipulations. Il y a moyen de trouver d'autres sources pour vérifier s'il y a eu ou non des manipulations. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde où les gens veulent faire ce travail difficile. L'éducation à l'information et l'éducation aux médias vont être de plus en plus importantes. QS. Le secteur privé pourrait-il prendre le relais de certaines enquêtes? LK. Dans certains cas, oui. Ça se discute actuellement. Mais le rôle de l'entreprise privée n'est pas de fournir des données gratuites au public. Les données sont comme les routes, un bien public, et c'est au gouvernement de fournir les biens publics. QS. Les données produites par le secteur privé ne seraient peut-être pas d'aussi bonne qualité? LK. Effectivement. Mais surtout, certaines questions ne seraient tout simplement plus étudiées. Pourquoi une entreprise recueillerait-elle des données sur les facteurs de risque durant la grossesse, par exemple? Certains sujets ne sont tout simplement pas monnayables. Il y a des questions qui ne servent pas à créer un nouveau produit ou à nous vendre quelque chose, mais qui nous aident à comprendre notre société. QS. Comment les gens réagissent-ils à ces attaques contre les données gouvernementales? LK. La communauté de recherche en sciences sociales est mobilisée. Nous avons sauvegardé 1600 jeux de données depuis le début de l'année. Plusieurs médias ont couvert nos efforts. Mais notre défi est de sensibiliser les responsables politiques. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent, de feux à éteindre partout. Nous faisons face, comme pays, à des problèmes plus importants que ce qui arrive aux données. QS. Vous avez lancé le Data Rescue Project il y a plus d'1 an. Quel bilan faites-vous? LK. Les choses ont ralenti un peu. Nous ressentons moins de panique. Début 2025, les décrets présidentiels combinés aux actions du DOGE, département de l'efficacité gouvernementale, dirigé pendant un moment par Elon Musk, ont suscité beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, il faut planifier l'avenir. Nous ne pourrons pas toujours compter sur le travail bénévole. Nous allons donc probablement mettre fin à nos activités. Mais avant, nous voulons créer une boîte à outils pour aider d'autres personnes à mettre en place quelque chose de similaire en cas de besoin. Nous avons nous-mêmes beaucoup appris du projet SUCHO, Saving Ukrainian Cultural Heritage Online,
sauvegarder le patrimoine culturel ukrainien en ligne. Je ne veux pas que quiconque se retrouve dans la situation dans laquelle on se trouvait en février 2025, quand on nous demandait de faire quelque chose, mais que nous ne savions pas par où commencer. Plutôt que de tout recommencer à zéro chaque fois, nous aimerions léguer quelque chose aux autres. Pendant ce temps, au Canada. Au pays, plusieurs bibliothécaires et universitaires ont participé à l'effort américain. Mais la communauté, regroupée au sein du Canadian Public Data Rescue Initiative, s'attelle maintenant à mettre en place une structure de sauvegarde de données publiques canadiennes, question d'être prête si le même problème survient à Ottawa. Il y a eu des attaques contre les données canadiennes par le passé. Rappelle Christy Thompson, coprésidente du groupe et bibliothécaire spécialisée en gestion des données de recherche à l'Université Western à London, Ontario. En 2011, les conservateurs de Stephen Harper, alors au pouvoir à Ottawa, avaient aboli le formulaire long du recensement et fermé l'Institut de la statistique des Premières Nations, rappelle-t-elle. Par ailleurs, certains ensembles de données actuellement disponibles sont incomplets, non par malveillance, mais par manque d'habileté technique dans les ministères. On a parfois les réponses à un sondage, mais pas les questions. Dans ces cas, nous contactons les ministères pour qu'ils rendent disponibles les fichiers manquants. Bref, bien des données canadiennes ont aussi besoin d'être sauvegardées. Elles ont été recueillies avec l'argent public. Ce sont nos données. On devrait pouvoir les garder. Conclut Christy Thompson. C'était « Sauver les données en péril », un texte de Raphaël Derome, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.